troisième degré pour une somme modique, on va le dire comme ça, de 1000 francs. C'est une affaire rocambolesque qui défraie la chronique au village Bessara, à l'extrême nord Cameroun. Le petit Ibrahim a vu ses 2 bras brûlés par son père pour avoir volé la modique somme, je préfère le préciser, modique somme de 1000 francs CFA. Il a été enfermé dans une chambre puis brûlé au 3e degré. Ibrahim verra dans les prochains jours, ses 2 bras amputés selon les médecins qui l'ont diagnostiqué. Le préfet du Mayo-Tanaga et le procureur de la République qui étaient à son chevet ont indiqué que le père tortionnaire a été interpellé. Cette situation, ces sévices corporels, cette forme de torture est fortement déplorée ou condamnée par la société civile. Serge Alot. Voilà, monsieur, c'est l'essentiel et que l'on soit. Deuxième partie, bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite, et qu'il en soit, en compagnie du docteur Buison et Somba, Albert et Bonguet, Maître Achille Lodjo et Charles Elisan. Charles Elisan, vous avez regardé ces images, on va dire, pour 1000 francs. On est un être humain capable de faire subir une telle atrocité à son enfant. En plus, très difficile, ça, c'est très difficile de voir ce qu'on a vu là. D'entendre le médecin dire que l'enfant sera amputé. Parce que l'enfant sera amputé. Oui. Au vu de la gravité des brûlures qui ont affecté ses membres. Il a volé 1000 francs. Les juristes nous diront que le châtiment doit être proportionnel à la faute commise. C'est ça, non, maître? Oui. Donc, moi, j'estime que j'ai 2 enfants, voler 1000 francs, brûler leurs bras à ce niveau, jusqu'à ce qu'ils frisent l'amputation, jusqu'à ce qu'ils soient amputés. Je dois me remettre en cause. Ce parent, quelles que soient les raisons qu'il pourrait donner, encore que il va avancer quelles raisons. Nous avons suivi dans le reportage. On va parler de vol. Vol de 1000 francs. C'est genre vol de 1000 francs. J'ai envie de convoquer la Bible lorsqu'on voulait lapider une jeune dame. Et Jésus avait dit, celui qui n'avait un péché lui jette la première pierre. Est-ce que nous-mêmes parents n'avons pas volé quand on était petits? Est-ce que le châtiment que nos parents nous donnaient, c'était de nous couper les pieds, nous couper les bras, à telle enseigne que nous faisons pareil avec nos enfants? Il y a quand même des mesures à prendre lorsqu'un enfant a volé. Il y a des mesures à prendre. Il y a le fouet doit être proportionnel. Je dis souvent aux gens que parfois je fouette mon enfant, je le fouette bien. Moi, d'abord, je fais partie des parents qui estiment qu'il faut fouetter. Moi, je fouette. Maintenant, en fouettant, il y a une dose qu'il faut donner. Il ne faut pas donner le genre de fouet où vous mettez l'enfant dans une cabane, vous mettez le feu, vous brûlez et tout. 1000 francs. 1000 francs. Je voulais qu'ils disent quoi. Ça fait mal, ça fait mal. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Et je vais dire à ces petits vraiment, là maintenant c'est lui qui parle. Que du côté de Mokolo, de la mairie, tout ce qu'il y a comme service sanitaire, se mettre à disposition de l'enfant pour qu'il ait les prothèses. Ouais. Et que non seulement... C'est la solution maintenant, les prothèses? Puisqu'il sera amputé, il faudrait qu'il continue ses études. Il ne faut pas que ses études s'arrêtent. Parce qu'il a eu les bras coupés, il faut qu'il continue ses études. Il faut que le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Enfant et de la Femme, que tous la jeunesse, la mairie, les élus de Mokolo, tout ce qui a comme force là-bas, ça sait et voient ce cas de manière particulière et que cet enfant reçoive les prothèses qu'il faut pour qu'il continue à aller à l'école. Mais au-delà de cet enfant, nous remarquons quand même que dans cette zone, de plus en plus, est-ce que ça fait aussi partie de la culture? Voilà. Parce qu'il faut interroger la culture dans la zone, puisque nous avons un cas où nous avons un Camerounais qui a le fessier complètement détruit parce qu'il a subi des foudres de la garde royale d'un monarque là-bas. Est-ce que nos cultures aujourd'hui, ce qu'on a comme culture, nos éducations... des propos injurieux à l'endroit de son ancien patron qu'il a porté... Est-ce qu'il n'y a pas la police? Est-ce qu'il n'y a pas porter plainte? Est-ce qu'on va continuer en 2023
à avoir des gens qui se comportent comme à l'époque des gréco-romaines et tout, c'était la loi du plus fort, il y a quand même des questions à se poser. Et là, il faudrait que l'autorité administrative se saisisse et que ce genre de service, qui de plus en plus, parce qu'il ne se passe pas 1 mois ou 2 mois, que dans la zone du septentrion, et même ailleurs, même qu'on ait à avoir des services corporels sur des individus, parce que le monarque du coin, parce que le baobab du coin, parce que le boss du coin n'était pas content, et que c'est Tyndall à côté, lesbien, ça garde peu, machin, et aller frapper la personne parce que tu as manqué de respect au boss. Il faut vraiment que ce genre de comportement s'arrête. Il faut donc cette éducation au-delà, de permettre de punir aux parents, que ça soit un exemple, pour leur faire comprendre, parce que ça c'est le cas que vous avez couvert, c'est le cas qu'on connaît. Est-ce que vous savez qu'il y a encore des excisions là-bas? Il y a encore des mutilations là-bas. Oui, là-bas, il y a encore des excisions. C'est culturel, oui, mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Quand on vit dans une république, il faut revoir. Notre culture est là, oui, mais il faut qu'on revoie certaines choses qui frisent et que l'humanité perd son sens. Albert, cette situation, encore un cas de torture. Hier, on a montré, comme disait Charles, ce jeune-là qui, parce qu'il a placé un mot au-dessus d'un autre devant son ex-patron, on a été conduit au Lamida et il a reçu 120 coups, 120. Non, ça ne peut qu'être douloureux. Là, c'est le père qui brûle carrément son enfant. C'est des situations inacceptables. Les sévices contre les enfants pour les punitions corporelles de cette nature. Mais ça trahit également un état social en plein dérèglement, parce que ce ne sont pas des effets éparses. Ouais. Il faut aborder la question de manière profonde pour se rendre compte que dans nos quartiers, il continue à avoir ce genre de comportement. Les parents eux-mêmes, s'ils sont porteurs eux-mêmes de certains manquements en termes d'encadrement social ou bien, parce que pour bien encadrer un enfant, il faut soi-même avoir reçu une bonne éducation. Et parfois, ça fait défaut. On s'en rencontre très souvent à des carrefours où, pour un petit geste maladroit de l'enfant, on a parfois des réactions très virulentes des parents. Ça, il faut que le corps social, Charles, il y a appelé tous les corps, la santé, et les affaires sociales, les affaires féminines, la famille, ainsi de suite. Mais également, il y a l'encadrement spirituel, les églises. Et c'est là où leur rôle est également très important. On a parlé des cultures, la tradition, mais je crois que il est intéressant, il serait intéressant que l'on investigue finalement nos traditions. Parce que quand certains le font, ils se sentent investis d'un rôle ou bien d'une fonction traditionnelle qui les habilite à administrer parfois aux enfants une correction qui dépasse la mesure. Donc, il y a une sorte de diagnostic collectif à faire et des approches cas par cas, parce que la réalité dans le nord, l'extrême nord n'est pas la même dans le sud ou dans l'ouest, mais que ces actions-là soient menées, c'est à ça qu'on s'attend lorsque les pouvoirs publics, en début d'année, reçoivent parfois des budgets ou font des plans d'action. Il faudrait qu'on puisse avoir, à mi-année, un rapport sur ces services corporels. Ça nous donne un peu l'impression que l'État ou bien les différents acteurs, pas seulement l'État, les ONG, tous les acteurs de la société civile, ont eux-mêmes identifié cette dérive-là comme étant quelque chose d'assez grave qu'il faut juguler au fur et à mesure. Et ça permet d'évaluer si ce qui est mis en place, est-ce que ça marche concrètement. Donc il y a une organisation à mettre en place. Pour le moment, c'est encore assez flou. On ne sait pas qui fait quoi. Oui. Vous avez investigué pour voir ça, mais combien de cas de cette nature on a dans nos quartiers? Il faut véritablement se poser la question et aborder la chose de façon systémique pour que dans tous les coins du Cameroun, l'on n'ait plus ce genre de situation. Voilà, je reçois à l'instant un témoignage d'un ami qui se trouve aux États-Unis. Il demande tout simplement qu'on peut évacuer cet enfant pour sauver la médecine. Il dit que la médecine
évolué de leur côté là-bas, il est aux États-Unis. Vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour le petit? Oui, le petit a des chances, surtout que nos plateaux techniques au Cameroun ne peuvent pas. Comme le dit notre figure Christian, historique, je peux appeler Christian. Oui, M. Christian, c'est une opportunité. Je pense que nous sommes prêts à mettre le coup de cœur en place pour évacuer cet enfant. Parce que je l'ai vu, il est d'abord très mignon comme enfant, je vous assure. C'est ça qui m'a le plus frappé. Et comme j'ai l'innocence, on voit l'innocence de l'enfant sur son visage. Et à partir de l'image, c'est intenable, c'est insoutenable ce que nous voyons. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, les enfants s'attellent à jouer même avec le porte-monnaie de leurs enfants. Moi, c'est un peu le cas chez moi. Mais de leurs parents. Oui, mais ils ont le porte-monnaie, ils le jouent. Et un jour, même, un a pu déchirer quelques biens, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous lancer dans une torture d'un barbarisme. Et pour quel montant, pour quelle somme qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. Si à l'époque, nos parents étaient aussi violents, c'est que nous, aujourd'hui, même les pieds, on n'en a plus. Parce que moi, j'étais un féru d'aller piquer 2 pièces dans les poches. Non, on a compris. On a compris d'où il sort. Heureusement que les parents... il s'est transformé aujourd'hui. Voilà, c'est bien redressé. C'est ce qu'on a handicapé aujourd'hui. Voilà, docteur Luiso Isomba, enseignant de droit à l'université, enseignant de droit public, l'université de Douala. Maître Achille Lodjo, cette situation-ci, est-ce que... quelle peine peut encourir le tortionnaire parent? Avant d'arriver à la peine, qui ne serait que l'application stricte des dispositions de l'article 279 de notre code pénal qui punit cela en blessure grave, je dirais que cet acte de barbarie d'un autre genre me laisse sans voix. Je suis sans voix depuis que j'ai suivi le reportage. Le médecin traitant qui dit de façon péremptoire on doit amputer, n'est-ce pas, les 2 membres supérieurs de ce gosse. Vraiment, je voudrais passer quelques messages à l'endroit d'abord des magistrats qui seront chargés d'instruire et de connaître cette affaire, d'avoir la main ferme face à ce parent délinquant d'un autre genre. Également à l'endroit de l'élite locale, je voudrais les interpeller toutes de faire quelque chose afin que cet enfant puisse avoir une prothèse de qualité. Car voyez-vous, quand on parle de prothèse, c'est pas donné au franc du premier venu. Je voudrais également solliciter ou alors dire toute ma sympathie aux médecins traitants et savoir si ils ne peuvent pas pousser très loin leur ingéniosité afin que au moins une main puisse être retrouvée. Et bien évidemment, j'accueille et je salue la proposition de votre ami qui a demandé, qui a proposé qu'on puisse évacuer l'enfant. C'est le lieu de le dire. Et qu'il n'en soit à des émissions spécialisées. C'est un cas à ne pas mettre du temps. Nous sommes prêts. Il faut aller vite. Aller vite. Nous sommes prêts à mettre la main dans la cagnotte afin que cet enfant rejoigne l'autre côté, afin que si jamais le plateau technique peut réussir à lui faire sauver une main. Vraiment, quand je regarde un enfant comme ça, il ne va jamais pardonner ça à son père de lui avoir ôté 2 mains. Et je finis en disant que vous voyez, je titille un peu mon ami Charles Lison, quand il décide d'être un citoyen, il est intéressant. Quand il met l'esbrouf du RDPC du débat politique, il devient vraiment intéressant. Voilà, ça tombe là, article 277, voilà. C'est tombé, les articles, les amis, une fois que vous envoyez... J'avais une question, maître. Oui. Là, c'est l'expert du droit auquel je pose la question.
L'enfant est mineur, hein, prof. Son évacuation et tout ça, est-ce qu'il ne faudra pas l'accord parental? Oui. Donc, Non, c'est pour des nécessités de santé. donc on peut se passer de l'accord On peut de se son père. passer de l'accord de son père. Ok, non, je voulais savoir. Oui, oui. Déjà, même que ce que son père a fait ne lui permet même plus de dire quoi que ce soit. Moi, je posais juste une Heureusement, question. il y a la maman Je posais une question qui a de- également le droit sur l'enfant. Ok. Et je puis aussi On vous dit que dire la que... mère a une autre vie. Elle est Mais ça ne lui divorcée. enlève pas le c'est droit un statut de- de l'autorité parentale. Donc, l'État peut Non. prendre L'État l'enfant même et peut l'évacuer prendre... Il y a ce contre qu'on l'avis du appelle... parent. Oui, Ce qu'on l'État appelle... peut. Je dis que... L'État peut prendre ce qu'on appelle, vous voulez dire il y a ce qu'on appelle, l'expression me vient pas, japonais. c'est-à-dire la force de l'État. L'État peut imposer pour le bien-être de l'enfant, parce que voyez-vous, dans tout ce qu'on fait, on met en avant l'intérêt de l'enfant. Où est l'intérêt de l'enfant? Et l'on tranche tout simplement. Voilà, je veux dire merci à La raison des tâches, c'est ça. Maître Chemon nous fait, il m'envoie l'article 277 du Code pénal, alinéa 2, il s'agit de torture. La peine est un emprisonnement de 10 à 20 ans lorsque la torture cause à la victime la privation permanente de l'usage d'un de membre. tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. Voilà. Voilà. C'est ça. Tout Alinéa à l'heure, 2. j'ai parlé de l'article Ouais. 279, donc Ouais, c'est ouais. 277. 277. Ouais. Voilà. Donc, ça Merci, peut Maître Chemon. blessure grave. Voilà. Blessure. Non, mais Pour le chef Usage, d'instruction de blessure oui, grave. oui, non, au-delà de cela, mais il faut se féliciter du travail qui est fait. Parce qu'effectivement, quand il y a des situations comme celle-là, et qu'elles sont portées à l'attention, Justement. vous voyez que l'aide peut s'organiser. Ouais. Et la situation, on a également une situation de crise. À Boya, Ouais. avec les éboulements, Ouais. là-bas aussi, certainement, il y a une situation de détresse. Donc, il faudrait que notre société apprenne à s'organiser, à comprendre s'il y a de l'aide qui peut venir de ce côté-là. Vraiment, il faut savoir comment elle est organisée. Non, la Chacun- société camerounaise, elle est d'abord Elle est- solidaire. elle est solidaire. Il n'a qu'à Organiser voir la avec solidarité, cette c'est émission ça. spécialisée Oui. l'Équinoxe. Oui. Vous voyez Regard comment les social. gens essaient d'envoyer le franc symbolique et la cagnotte donne quelque chose. Oui, Donc, oui, on n'est pas obligé de tout attendre de l'État. Oui. Déjà que nous sommes Oui. orphelins, Oui. s'il faut parler véritablement Bon. ici. Oui, rentrons dans le politique. Il a dit que Nous sommes bon, orphelins, voilà. nous ne devons rien attendre de l'État. Non. Nous pouvons, Non. pour ce qui est de cet enfant, nous pouvons nous organiser, Oui, le faire évacuer. Oui. Et si Mais- nous avons besoin de l'État, si les procédures vous avez besoin de administratives l'État. Tu peux pas dire bloquent l'État. l'État, la raison d'État peut Mais on aura s'imposer toujours et on besoin. fait pas. On aura toujours Oui, besoin Achille, d'État. la question n'est L'État, pas c'est seulement quoi? l'État. La question n'est pas l'État. La question, c'est la capacité, comment on dit, des groupes de s'organiser rapidement pour apporter une aide. On ne parle pas simplement de l'enfant. Quelle est la situation qu'il y a à Boya actuellement? Quelle est la situation sanitaire des personnes sinistrées? Est-ce que nous ici, ou bien ceux qui nous écoutent, ne peuvent pas eux aussi vouloir apporter de l'aide? Même à l'étranger, il faudrait qu'il y ait des canaux qui soient organisés, qui fonctionnent relativement permanemment, qui puissent apporter, Ouais. voilà, être, comment on dit, le réceptacle pour pouvoir actionner la solidarité. Oui, Charles. Le réceptacle de la solidarité nationale est institutionnalisé. Aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale, avec la patronne de la protection civile, y était à Boya. Ils ont apporté le réconfort qu'il fallait, bon, pas qu'il fallait, le réconfort étatique, ici, en termes d'assistance technique, matérielle, sanitaire et financière qu'il fallait pour les familles. Maintenant, il y a, comme l'a dit Maître Lejo, il y a cette qualité que nous avons, nous, Bantou, Ok. qui est celle de la co-fraternité, qui est ça. celle de la co-solidarité. Comme là, vous avez vu la réaction de Christian, Oui, automatiquement, Tout à fait. il appelle à ce que l'enfant puisse Tout à être fait. évacué. Ça veut dire qu'à son niveau, il peut prendre les mesures qu'il faut. Oui. Que l'enfant soit évacué. Maintenant, il revient à nous. Oui. C'est ça que j'ai posé le S'organiser. problème de la barrière. Non. Il n'a pas le. Non. Oui, c'est vrai, c'est comme vous avez. Oui, parce qu'on peut se poser la question, on peut se dire que est-ce que le père. Bon, là, c'est un problème juridique, vous conseillez que vous meilleur de droit à son bizarre. On peut pas faire un truc bien, on va poser son problème, ça bloque tout. Donc, c'est ça que je demandais, est-ce que le père en question. Bon, s'il le faut, on peut le faire. Donc, quoi qu'il en soit, le médecin qui a l'annexe l'état général de Mokolo ouais. a déjà lancé le premier diagnostic. Et comme l'a dit Maître, que s'il peut Peut-être pousser, par rapport à ce qu'il a- par rapport à la première technique. technique, et s'il faut peut-être évacuer l'enfant vers le mieux, c'est-à-dire là où il faut peut-être aller à Yaoundé, ou peut-être pas à la 15, mais qu'on fasse, mais s'il faut qu'il aille,
que les médecins qui signent l'ordre d'évacuation sanitaire le fassent et que le mouvement se mette ensemble. Mais maître, on a toujours besoin de l'État. Chaque fois que vous aurez envie de mettre l'État comme adversaire, ça va parler. Encore que toi-même tu as dit, on aura besoin de paperasses administratives pour avancer. Donc, soyons ensemble pour ce cas, mettons la politique de côté, avançons. On n'est pas au problème de tout aussi. Le père est là. Voilà. Quel père? Le père. Docteur Lison Nsomba. Oui. Non, je reste avec vous, Charles. On est sorti en première partie pour le journal. Vous deviez avoir... vous aviez votre mot à dire. C'est ça que je vous aime beaucoup, M. Lalonde, parce que vous savez équilibrer la parole pour que quelqu'un ne parle pas d'ici, ficelé, qui n'a pas pris la parole. Et c'est difficile de prendre la parole après ces trois personnes. Mais ce qu'il faut dire, et je réitère ce que j'ai dit, aucune disposition protocolaire n'a été violée au niveau de ce sommet international de la CEMAC. Et je me pose la question, pourquoi on ne parle pas aussi des enfants de la première dame qui était aussi du président qui était derrière elle? Pourquoi seulement Franck? Il y a beaucoup de choses qu'on peut poser comme question. Qui était à quel niveau? Derrière elle. Ah, d'accord. Derrière la première dame. C'est-à-dire, tout juste après la première dame, on avait Franck, on avait le RGP, on avait le DCC, on avait d'autres personnes qui n'ont rien à voir dans l'ordre protocolaire de la République. On aurait pu s'attendre à voir le président de l'Assemblée, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel. Mais qu'on ne nous a pas montré. Hein. On a vu le plan d'ensemble de la salle, mais c'est vrai que le réalisateur insistait sur Franck. Ah, insistait. Oui, bien sûr. Et je vous dis, je dis, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, il n'y a aucune disposition protocolaire qui a été violée. Et à ce niveau-là, je pense que le message était de dire il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas de feu dans la maison, les gens vont bien. Maintenant, lorsque mon frère Albert Bonga demande le programme, je ne sais pas si le fait d'être le fils du président de la République devient un délit. Je peux te citer 1000 exemples de personnes ici étant fils de président, devenu président de la République. Ça n'a pas l'ombre d'aucun problème. Dire que la candidature de Franck Biya serait une honte, bon, c'est les mots politiques qu'on avance, mais qu'est-ce que vous y ferez? Qu'est-ce que vous y ferez si un parti politique adoube Franck Emmanuel Biya et devient son candidat? Qu'est-ce que vous ferez lorsque le RDPC va adouber Franck Biya, si ça arrive? Posez-vous la question que quelle est la force que vous allez proposer en face pour l'empêcher, lui, d'être élu à travers le RDPC. Encore que la sénatoriale vient de nous montrer un exemple, le fouet qu'on a donné. Donc, le problème n'est pas de dire Franck Biya, c'est une candidature honteuse, Franck Biya était mal placé, il était bien placé. Bon, on vous a passé le message. C'est lui le successeur. On est d'accord avec Prof et Maître que la manière de succéder au trône ou au pouvoir, comme on le veut, est bien prévu la Constitution à travers une élection claire. Eh bien, si il y a élection en 2025, qu'est-ce que le PCRN propose en face pour nous empêcher, nous, RDPC, de faire élire Franck Biya? Rien. Donc, moi, je dis, le problème avec vous, c'est de travailler dessus. C'est de travailler sur qu'est-ce que vous allez proposer en face pour l'empêcher d'être président. Et à la fin, le programme de Franck Emmanuel Biya que vous voulez, il a un mouvement assez très bien organisé qu'on appelle les franquistes. On voit leur mouvement sur le terrain, leurs actions, leurs activités. Ils ont un site internet, ils ont des représentants dans tous les quartiers de la République du Cameroun. Vous voyez le programme de Franck Biya, allez vers les franquistes, vous aurez son programme à travers son mouvement. Nous, au RDPC, on a un président, qui est le président national du RDPC, qui s'appelle Paul Biya. Pour le moment, nous attendons sereinement 2025 et en terminant avec 2023. Pour les sénatoriales, ce qui arrivera, c'est ce qui arrivera, comme ce qui s'est passé en février 2020. Maître m'a dit ici que je suis venu ici parler, c'est pas ce qu'il a dit, mais à la fin, on aura le même fouet qu'on a eu en 2020, où leur coalition a été foutée et le RDPC est resté à la mairie. C'est ça, le RDPC. Il voulait finir par là. Oui, docteur Lison Nsomba. C'est la chanson de tous les jours. Le décret 2009-225 du 30 juin 2009 portant nomination d'un conseiller spécial. Il y en a même un autre de 2000 que je t'ai renvoyé, je crois, de 2011. Oui. Conseillers spéciaux à la présidence de la République. Voilà. Donc, précisons donc à l'endroit des téléspectateurs que le décret de 2009 nomme Monsieur le professeur Lee Sung-jun comme conseiller spécial à la présidence de la République. Donc voilà un test qui vient justifier les propos. Serge Alonto, il faudrait qu'on dise ceci aux téléspectateurs. Personne ne peut soutenir le fait que le patronyme Biya est une contravention, un délit, encore moins un crime. Personne ne peut le soutenir, ça ne le disqualifie pas. Nous sommes dans une république démocratique. S'il remplit toutes les conditions d'électeur et d'éligibilité, ouais. Vraiment, il n'y a pas un problème qui se pose. Mais je ne suis pas... ne me prête pas de l'argent, garde pas les idées. Alors donc, c'est pour préciser que
Nous sommes donc, le fait que nous sommes dans une république, c'est-à-dire la res publica, c'est-à-dire que la chose appartenant à tous, et surtout que dans une république, c'est un gouvernement au sein duquel c'est la forme, c'est-à-dire c'est la voie élective qui porte à la tête justement d'un certain nombre de prérogatives liées à l'institution. Alors nous voulons tout simplement préciser que dans un sommet, même s'il est à dimension communautaire, on ne peut pas violer les règles de protocole et de préséance. Parce que j'ai pris un exemple tout à l'heure, parce que Elisa semble soutenir le fait que, parce que c'est un sommet communautaire, tout le monde peut s'inviter, s'asseoir à n'importe quelle place et à n'importe quelle manière, de n'importe quelle manière. Je dis non. C'est faux. J'ai dit tout à l'heure que pourquoi moi je ne peux pas me prendre et me faire asseoir là-bas. Mais ça veut donc dire que clairement, il y a un message sous cap qu'on veut justement faire passer pour dire que en réalité, on met déjà sous le feu de rames quelqu'un là qui aura une visibilité et que le moment venu. Parce que j'ai dit, mais oui, lors d'un sommet, et surtout un sommet où nous avons les 5 chefs d'État plus le président Paul Biya, c'était un message fort, c'est jalon tout. Si ça se ferait dans le cadre national, je vous assure que on ne débattait, on n'allait pas débattre autant. Pourquoi? Mais c'est justement parce que le président de la République, en réalité, dans un contexte pareil, il dit à ses pairs, éventuellement, ou potentiellement... Il faut quand même remarquer que ces dernières années, Franck-Emmanuel Biya est très souvent avec son père, il est assis derrière. Regardez le 20 mai. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne me gênerait même pas si ça fait... Et là, jusque-là, Franck-Emmanuel Biya est là. Vous voyez les images. Je me disais que... C'est le gars du corps. J'ai dit donc que pour une figure de style qui voudrait quand même que qu'on ne puisse pas rompre ou violer les règles protocolaires ou les préséances, on souhaiterait encore qu'il s'asseye derrière son père. On dirait que bon, c'est une forme de protection de son père. Mais dans un sommet, ça veut dire, j'ai envie de faire passer le message selon lequel ce n'est pas parce que c'est un sommet communautaire qu'on va profiter pour violer les règles protocolaires et de préséance. Et justement, le décret de 1976 pose donc les règles de préséance à côté des règles protocolaires. Et c'est en cela que nous estimons que c'est un tort, parce que la position du fils du chef de l'État à ce niveau-là, aux côtés en réalité du RGPR, qui est le service central de la présidence de la République, à mon sens, c'est quand même un tort de penser qu'il n'y a pas un message qu'on voudrait nous faire passer par là. Donc, ma question reste, docteur Luisin Nsomba, vous restez sur le texte de 76. Oui. Nous sommes en 2023. Je vous ai expliqué tout à l'heure que... Qu'est-ce qui coûte donc qu'on réorganise, Bien entendu, il faut, vous savez, il y a le principe de la mutabilité des lois. Oui. C'est-à-dire qui tient compte de l'évolution du temps, et les lois doivent être adaptées à l'évolution du temps. Vous voyez aujourd'hui, je vous ai dit que... 47 ans, hein? Mais c'est c'est un communiqué qui vient arranger le protocole ou les préséances. Vous voyez, le décret de 1976 ne prend par exemple pas en compte l'institution sénatoriale, c'est-à-dire le président du Sénat. Donc imaginez-vous qu'on applique aveuglement le décret de 1976. Ça veut dire que le président du Sénat sera complètement mis de côté. Pourtant, c'est la deuxième personnalité politique, parce que le Premier ministre est la deuxième personnalité administrative. Ça fait donc de sorte que, c'est pourquoi je continue de dire à Elie que non, quelle que soit la nature du sommet, parce que la loi dit les cérémonies publiques. Okay. Et cérémonies publiques. C'est-à-dire qu'on peut donc ranger le sommet dans des cérémonies publiques, parce que ce n'est pas n'importe qui va à ces cérémonies-là. D'où la nécessité donc de réglementer même les places assises. Okay. Voilà, on se rend rapidement, 30 secondes. Il y avait des journalistes à ça. Oui. Non, 30 secondes, le mot de la fin. Non, si ce n'est que le mot de la fin, c'est pour dire que il faudrait que les Camerounais se reprennent en main. Parce que le discours que va nous servir le RDPC, représenté ici par Charles Elie, sera toujours un discours qui embrouille, qui vise à brouiller les pistes et qui ne nous dit pas la réalité de ce qu'il en est, même ce que tout le monde voit. Ils vont vous chercher à vous expliquer ça en des mots. Personne n'a dit que Franck est candidat. Il ne sert à rien de falsifier les propos des uns et des autres. J'ai dit que si Franck rentre dans le jeu politique,
il est bien qu'il présente un projet politique. C'est ça. Donc il est candidat? Non, je n'ai pas parlé de candidat. Okay. Donc il faut arrêter l'embrouille, Charles Elie. Donc c'est ce que nous disons aux Camerounais, de s'inscrire massivement sur les listes. Et je comprends pourquoi Charles, chaque fois, ses prises de parole vont à l'encontre du PCRN. C'est parce qu'il comprend que l'adversité, c'est là. Mais nous, on attend qu'il vienne. On attend tout le monde. On attend tout le monde. Je te l'ai dit, Charles. Je te l'ai dit. On souhaite la bienvenue à tous les jeunes qui s'engagent en politique. Que Franck Biya profite de sa posture à s'engager. Nous, on lui dit bienvenue et on l'attend pendant les élections. On est prêt pour ça. Oui, je vais tout simplement dire que le message est passé. Nous avons décrypté le nôtre. Le représentant du RDPC a le sien. C'est de bonne guerre. Je pense tout simplement que le sang ou alors la nature qui vous a donné un sang précis ne vous permet pas, n'est-ce pas, d'être au-dessus des autres. Le sang Biya n'est pas un crime, mais ce même sang ne vous donne pas la latitude de brouiller, n'est-ce pas, l'application des textes réglementaires dans un domaine précis. Alors, pour ce qui est de cette position de front, je dis et je maintiens mon propos, il n'était pas à sa place. Les règles protocolaires de l'État ont été violées, bafouées. J'accuse le cabinet civil à la présidente de la République. Le Cameroun était sous les feux des projecteurs et quelqu'un me disait, à raison, si vous avez besoin des beaux textes, allez au Cameroun, sauf que l'application est très difficile. Charles? Ali Bongo, bonsoir. Mahamat Idriss, bonsoir. Georges Bush Junior, bonsoir. Je peux dire bonsoir à plusieurs présidents comme ça là qui étaient les défenseurs du président. Donc de ce côté-là vraiment, il faut qu'on avance. Ils sont nombreux, c'est là autour. Je voulais dire à ceux qui nous écoutent ce soir que nous avons tous vu que sur ce plateau, les représentants des partis politiques de l'opposition ont peur de la candidature de Franck Emmanuel Biya. S'il a adoubé par le RDPC. Aucunement. Voilà. C'est tout ce que nous avons remarqué. Mais sachez qu'après Biya, après Biya, c'est Biya. C'est le message que nous avons. C'est ça que nous dit depuis. Après Biya, sera Biya. Dixit Charles Élison. Après Biya, ça peut être Zang. Non, n'est pas Biya. Pour finir, on a obtenu ce qu'on voulait. Merci, docteur Luiso. Merci à vous également. Merci, Charles Elisa. Voilà, monsieur, le rendez-vous, c'est pour demain pour un autre numéro et qui n'en soit. Bonsoir, Boum Yebel.